Deuxième panel, on commence cette portion donc de l'après-midi. Et pour m'épauler, je vais vous présenter donc celui qui animera les 3 prochains panels, mon co-animateur. Il s'agit de Marc-André Carignan. Alors, Marc-André, vous l'avez peut-être déjà entendu à la radio de Radio-Canada, on l'a vu aussi à TV5. Il est spécialisé en développement urbain. Il est également gagnant en 2021 du prix Frédéric Todd, un prix qui reconnaît les individus qui ont contribué de façon exceptionnelle à la promotion de l'architecture de paysage. Veuillez donc l'applaudir pour lui donner plein d'énergie pour l'après-midi. Marc-André Carignan. Merci, merci beaucoup. D'ailleurs, une bonne main d'applaudissements pour nos panélistes de ce matin, notre conférencière et Catherine Lune-Rollet. Merci. Bonne main d'applaudissements. C'est vraiment impressionnant de vous voir. D'ailleurs, j'espère que vous réalisez que vous êtes tous des VIP dans la salle aujourd'hui parce qu'on m'a confié, les organisateurs m'ont confié qu'on avait dû refuser beaucoup d'invitations des gens qui auraient aimé être ici avec vous aujourd'hui. Donc, vous êtes tous VIP. D'ailleurs, à un moment donné, on s'est demandé si on ne devait pas louer le Centre Bell pour faire l'événement. Finalement, on s'est gardé une petite gêne. On l'a laissé à Mike Ward pour faire ses balados sous écoute. Non, mais sérieusement, très, très content d'être avec vous et de participer à cette grande réflexion collective sur l'habitation. Vous savez, je regardais la présentation de la mairesse, pas de la mairesse, mais en fait de l'ex-vice-mairesse, bref, de Vienne, Mme Vasilacou. Et je me disais, je ne peux pas croire qu'au Québec, avec l'expertise que nous avons, avec les ressources qu'on a, avec l'intelligence collective qu'on a ici au Québec, je ne peux pas croire qu'on n'est pas en mesure d'arriver, peut-être pas à ce modèle-là, on s'entend, c'est un modèle européen, on a une réalité régionale, on a des territoires qui sont différents, c'est certain, mais je ne peux pas croire qu'on ne peut pas arriver avec notre modèle qui serait à la hauteur de ce qui nous a été présenté aujourd'hui. J'ai été fortement impressionné, j'imagine vous aussi, là, quand j'ai vu la piscine sur le toit et tout ça, et les bulles en avant. Je n'ai pas trop su à quoi servaient les bulles, mais c'était fort impressionnant. Bref, mais c'était beau à voir. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis très content qu'on m'ait appelé pour participer à cette réflexion, parce qu'à Radio-Canada, ces dernières années, vous savez, j'ai fait beaucoup de chroniques sur la densité, les hauteurs, les plans d'urbanisme, et finalement, j'en ai beaucoup parlé, mais jamais, depuis le début de la pandémie, j'ai vu une densité médiatique, autant d'intérêt, de reportages partout au Québec sur l'habitation. Donc, visiblement, c'est sur toutes les lèvres. Et on va poursuivre donc cet après-midi avec ce qu'on peut appeler les leviers municipaux, donc c'est-à-dire des règlements, des stratégies, des idées que vous pouvez mettre en place dans votre municipalité. Évidemment, vous pouvez les moduler et autres, mais il y a certainement des idées qui seront soulevées par nos différents conférenciers qui peuvent être mises en place de votre côté pour favoriser l'abordabilité du logement, pour également créer des milieux de vie complets. Et évidemment, dans certains cas, vous allez voir, on va peut-être brasser un peu des statu quo. Là, c'est certain que des fois, pour changer les choses, il y a des notions de risque. Ça peut faire peur, le risque, mais à un moment donné, il y a des statu quo. On parlait de fiscalité ce matin. Mme Plante parlait de fiscalité puis à quel point on avait besoin de nouvelles sources de revenus. Bien, c'est un exemple de statu quo qui, à un moment donné, on n'aura pas le choix de changer. Je vous disais, j'ai fait beaucoup de chroniques ces dernières années à Radio-Canada sur les sujets qu'on aborde aujourd'hui. Et celui de la fiscalité, j'ai dû en faire 32 chroniques sur le besoin de revoir la fiscalité des municipalités. D'ailleurs, je vous invite à participer. En fait, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là ce matin, pour vous à la maison qui nous écoutez à distance, vous pouvez participer. C'est un rendez-vous interactif, donc on vous invite vraiment à participer via Slido. Donc, on va mettre les indications ici. Donc, vous pouvez envoyer vos questions en tout temps et on va essayer d'en passer le plus possible. Nos invités d'honneur à l'avant ici également, n'hésitez pas à lever votre main, à vous manifester si jamais vous voulez contribuer à la conversation. Et là, je vais m'asseoir parce qu'on va débuter avec des leviers fonciers, en fait. Le panel numéro 2, leviers fonciers pour favoriser, pérenniser l'abordabilité. On va en discuter avec nos invités que je vous présente à l'instant. Tout d'abord, je vais y aller, c'est pas par importance ou quoi que ce soit, je vais simplement y aller dans ce sens-là. Ça va être plus facile. Donc, Maître Marc-André Lechasseur, avocat au cabinet Bélanger-Sauvé, spécialisé en aménagement du territoire, en zonage, en fiscalité municipale. Vous avez écrit des livres sur le sujet. Merci d'être avec nous. Merci, plaisir. France Aymon, directrice générale de Territoire innovant en économie sociale et solidaire, qu'on appelle amicalement le TIES. Merci également d'être ici. Et Benoît Longchamp, directeur division des projets majeurs et de la mise en valeur du territoire
au service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement à la Ville de Québec. Merci d'être avec nous. Merci. Ça rentre sur une carte d'affaires, ça, ce titre-là? OK, c'est impressionnant. En 6. Ah, ça... Pas 6. Voilà. On va y aller peut-être avec une première présentation individuelle. Dans votre cas, c'est une présentation, il n'y a pas nécessairement de visuel, mais ça va être une présentation en solo avec M. Le Chasseur. M. Le Chasseur qui va nous parler d'outils juridiques et du fameux droit de préemption dont on a parlé ce matin, qui est un outil relativement nouveau là, pour les municipalités du Québec, mais qui a beaucoup de potentiel. Donc, je vous laisse peut-être nous présenter notamment cet outil. Parfait. Est-ce que je m'en vais là pour... Oui, allez-y, allez-y. Oui? Ben oui. Parfait. Merci. Bonjour à tous. Avant de vous parler du droit de préemption, pour faire la suite de ce que Marc-André présentait, on va explorer quelques aspects historiques des logements à Bordeaux. Abordable. Bon. À Bordeaux, OK? Je suis avocat, ris pas. Les avocats, généralement, n'amènent pas beaucoup de solutions dans la vie aux gens. Hein? Les professeurs en amènent, alors je vais prendre le rôle de professeur pour être plus crédible dans mon approche. Je vais vous parler de choses historiques, et je ne vais pas endormir personne, mais l'histoire amène parfois des réponses, parce qu'on a une mémoire collective de 3 minutes, tout le monde ensemble. Là. Alors, si on se projette dans le temps, on peut réutiliser des choses qui ont déjà fonctionné par le passé. Notamment au niveau du logement abordable. Alors, le logement abordable, 1850, 1900 à peu près, crise du logement, évidemment. À Londres, on construit des immeubles insalubres pour le bénéfice des ouvriers. Alors, éventuellement, on commence à craindre qu'il va y avoir des problèmes. Et là, on donne aux pouvoirs municipaux le pouvoir, finalement, de démolir les slums, ce qu'on appelle les taudis, et de reconstruire des logements abordables. On pourrait dire à Bordeaux. Et donc, les choses se stabilisent, grosso modo, et les pouvoirs sont importés éventuellement vers le Canada, qui vit une situation moindre, mais similaire. On a l'explosion du Mont-Blanc, le bateau à Halifax, 320 acres de terrain qui sont vaporisés, ni plus ni moins, par les munitions en 1917. Et là, le gouvernement fédéral met en place un programme de reconstruction d'Halifax, sans vision réelle, par contre, sans planification, mais l'intention, elle est là. Et depuis cette période-là, le logement social, le logement abordable, le logement communautaire se développe par arborescence à travers le pays, selon différents programmes. On a, après la Deuxième Guerre mondiale, une consécration dans les chartes, non pas canadiennes ni québécoises, indirectement au Québec peut-être, mais dans la charte européenne, du caractère fondamental du droit au logement. Alors, on reconnaît en 1947 ou en 1948 que le droit au logement, c'est un droit fondamental. Ce n'est pas un droit naturel, contrairement au droit de respirer, c'est un droit fondamental. De là découlent plusieurs initiatives fédérales et provinciales. Le fédéral se désengagera dans les années 90, ce qui créera évidemment un effet négatif sur la capacité de fournir des logements abordables à l'avenir. Et le provincial prendra ni plus ni moins le relais avec l'argent du fédéral. À partir de 2002, à peu près, on commence à mettre en place des outils. J'arrive au droit de préemption éventuellement. On commence à mettre des outils en place. À partir de 2002, il y a une loi qui vise à lutter contre la pauvreté, qui est mise en place en 2002, qui dit que être pauvre, ce n'est pas une bonne chose, grosso modo, et qu'un logement doit être fourni aux gens qui ont des moyens plus faibles. Alors, faible revenu, c'est du logement abordable généralement. Alors, très faible revenu, on parle de logement social, grosso modo, à ce moment-là. En 2017, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme est modifiée. Donner aux villes la capacité de faire des règlements, Montréal l'a fait avec son 20-20-20, règlements sur les logements abordables, social et c'est familial, je pense que c'est le troisième mot de la ligne. Alors, petit règlement, on dit faites des ententes avec les promoteurs immobiliers, puis arrivez à fournir des logements de cette nature-là. Ça, c'est intéressant. C'est quand même relativement sommaire, mais il y a du potentiel qui en découle. À la même année 2017, on modifie encore la loi, on dit, dorénavant, il n'y aura pas de référendum pour les cimetières. Vous savez, c'est arrivé un petit peu plus tard, ça, mais pour les cimetières, à cause de ce qui s'est passé à Québec. Il n'y aura pas de référendum également pour les immeubles d'utilité collective, là, alors qu'ils sont propriété municipale ou gouvernementale. Il n'y aura pas de référendum non plus pour les gens, pour les projets qui règlent la question de l'hébergement, notamment pour le logement social en vertu de la loi sur la SHQ. Bon,
Et là, la question se pose, est-ce que le logement social, c'est notamment en vertu de la loi pour les projets sociaux? Bon, c'est-tu le logement abordable, ça, ou c'est juste le logement social? Parce que pour un avocat, le mot « notamment », c'est presque un vendredi soir sur le bord du feu, là, hein? On pense qu'on peut en sortir le jus de la mouche, comme disait Jean Lapierre. Alors, maintenant, est-ce que « notamment » veut dire logement abordable, familial, communautaire, ou puis social, parce que c'est écrit, on va le garder là? On ne sait pas exactement encore. Alors, on saura éventuellement, parce qu'il y aura des opinions juridiques qui seront rendues, puis il y aura une jurisprudence qui nous dirait oui ou non le cas échéant. Mais les villes seront tentées de prendre la clause non-référendum pour favoriser du logement abordable, le cas échéant, en se disant que le « notamment » doit vouloir dire qu'on peut inclure d'autres choses dans l'article 123.1 que l'exemple du logement social. On verra comment ça sera joué dans la réalité. Alors, là, il me reste 4 minutes 50, alors je passe dans un autre volet avant d'arriver au droit de préemption. Je finirai par en parler éventuellement, parce que c'est intéressant. Mais il y a eu, en Angleterre et à Terre-Neuve, parce que vous savez, Terre-Neuve, c'est des Anglais canadiens. Hein? Alors, ils nous ont joué en 1949, mais je pense que les enfants vont à l'université en Angleterre plutôt que d'aller au Nouveau-Brunswick. Alors, c'est encore un peu des Anglais, mais ils ont le régime anglais encore à Terre-Neuve au niveau de l'urbanisme, le Development Control. Ils ont eu très longtemps, comme en Angleterre, la chose suivante. Lorsqu'il y avait du zonage qui était mis en place dans une municipalité, on a tous du zonage partout sur nos territoires, lorsqu'il y avait du zonage mis en place, lorsqu'ils prenaient un terrain et le downzonaient, donc réduisaient la capacité de construction, ils t'envoyaient un chèque pour te compenser la perte de valeur. C'est très gentleman tout ça. Hein? Alors, t'envoyais un chèque pour te compenser la perte de valeur. Lorsqu'il augmentait ta capacité, il te demandait un chèque pour compenser ton bonheur. Tu sais? Alors, te dire, bien là, tu vas faire de l'argent avec mon zonage. Alors, là, on va capter la valeur de une partie de la valeur. On connaît ça au Québec, la captation de valeur. Avec le REM, ça a été discuté, mais finalement, ce n'est pas tout à fait ça qui a été choisi, mais la captation de valeur était un outil qui a existé longtemps. Dans la loi, jamais mis en pratique, personne n'a jamais eu de chèque, ni d'un bord, ni de l'autre. Alors, un outil académique qui a fini par disparaître en Angleterre en 1947. À Terre-Neuve, c'est disparu plus récemment, mais un outil intéressant quand même, où la captation de valeur est mise en cause des deux côtés, en fait. Ce qui nous amène à l'exemple américain, qui, lui, vous savez que les Américains, c'est des gens d'affaires. Hein? Alors, le communisme, pas tellement. On va laisser le marché fournir, le cas échéant, des logements abordables parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Alors, les Américains qui sont quand même conscients, je dirais, que de ne pas fournir de logements abordables à des gens, de ne pas les éduquer, de ne pas les soigner, grosso modo, des choses qu'ils font, là, ça peut causer des problèmes. Et ça en cause aux États-Unis des problèmes. Alors, ils ont compris éventuellement que de loger les gens, d'éduquer les gens, puis de soigner les gens, bien, ça avait probablement son bienfait. Ça, c'est des socialistes pour les Américains. C'est des démocrates, finalement. Alors, ici, c'est l'extrême droite. Alors, donc ça, c'est des choses valables. Alors, ils ont inventé quelque chose qui est dans l'urbanisme. Ils se sont dit, on va créer des zones réceptrices et des zones émettrices. Prenez votre plan de zonage traditionnel, en noir et blanc, 2 stylos, un jaune et un rose, bon, alors, ou bleu et vert, là. Colorez des zones jaunes puis des zones en vert. C'est des zones réceptrices puis des zones émettrices. Ils ont dit, dans les zones émettrices, on va mettre des terrains qu'on veut, par exemple, protéger. Donc, des terrains blancs, le cas échéant, où on voudrait que la densité soit très, très, très faible, ou qu'il y ait beaucoup d'espaces verts. Et on va donner de l'argent de monopoly à ces gens-là, et on va leur dire, vous pouvez vendre vos crédits à des gens dans des zones réceptrices. C'est une idée qu'on avait explorée avec la Ville de Montréal à l'époque de son plan d'urbanisme, pendant ou après la fusion, une des fusions, là, je ne sais pas laquelle, là, et qui avait été évacuée parce que la loi ne le permet pas, tout simplement. Mais ça, on a appliqué ça dans différentes juridictions, autant pour protéger les espaces verts. Donc, on monétise la perte de capacité de développement et on la transfère au profit d'un développeur immobilier qui l'achète et qui est dans une autre zone et qui bénéficie d'un double zonage, si on veut. Le deuxième étant barré. Et la clé, c'est d'acheter des crédits d'une autre partie du territoire et l'autre partie ne sera pas développée, en fait.
Alors, les églises à Vancouver sont conservées comme ça. Les églises vendent des crédits de densité à des zones réceptrices, où là, on a une clé, on débarre le zonage et on construit 2 étages de plus pour compenser la perte, pour compenser l'argent qu'on a investi dans la protection du patrimoine ailleurs sur le territoire. Logement abordable, même chose. Alors, on échange des crédits de densité contre la fourniture d'un aménagement public, les parcs, les plazas à New York, c'est tout ça, ou du logement abordable ou du logement social. Donc, on a monétisé, si on veut, par l'effet du marché, la capacité de fournir, de demander aux promoteurs de fournir des espaces de cette nature-là. Droit de préemption. Il ne me reste plus de temps, alors est-ce que je peux en parler quand même? Oui. Le droit de préemption. Allez-y, allez-y. Ça veut dire qu'il faut de l'argent. Tout ce que je viens de vous dire ici ne coûte rien, là. C'est le marché qui se régule, c'est le marché qui fait des chèques, qui en reçoit. Et on bénéficie de protection à gauche et à droite ou d'avantages sociaux. Droit de préemption, il faut de l'argent. C'est le contraire de l'expropriation où les villes se font fourrer. Donc, l'expropriation, c'est je vais chercher ton terrain et je bénéficie de la valeur au propriétaire comme partie expropriée, donc je réalise mes rêves. Je vais faire beaucoup d'argent avec ton projet. Ça va changer, la CAQ a dit que la loi changerait. Parfait, on va mettre ça à la valeur marchande plutôt qu'à la valeur au propriétaire. Droit de préemption, c'est ça, mais à l'envers. C'est ton terrain m'intéresse, quand tu le vendras, appelle-moi, je vais l'acheter au prix qui t'est offert. Et là, vous vous dites, ben oui, mais là, tu t'arranges avec ton voisin ou ta belle-sœur qui va t'offrir un prix incroyable pour ta propriété. Et là, bien évidemment, ça va être un scam en parallèle. Ça n'existe pas. Ça existe en France depuis toujours. Là. Ça n'existe pas parce que la transaction qui doit se faire, bien évidemment, elle est fonction d'un prix payé. Alors, si la Ville se rend compte qu'il y a une transaction qui intervient après pour 2 bien, elle va la faire annuler. Donc, l'offre d'achat doit être de bonne foi parce qu'elle conditionne la transaction qui s'en vient. Donc, incontournable. Et la vie reste 10 ans sur l'immeuble, qu'on l'ait ou non exercé de la part de la municipalité. Excellent outil, mais qui demande, comme toujours, d'avoir les poches profondes. Donc, il faut de l'argent qui arrive de quelque part. Donc, un éventail de possibilités. Je vais laisser les politiciens se parler entre eux et on verra ce qui va en ressortir éventuellement. Maître Lechasseur, merci. Je pensais que vous alliez plonger directement. Excusez-moi, j'ai coupé votre introduction là, sur l'historique. Non, mais c'est intéressant ce que vous disiez à la fin sur l'argent que ça nécessite, parce qu'on va parler aussi avec M. Longchamp des réserves foncières, qui est une de vos stratégies à la Ville de Québec pour encadrer, j'allais dire contrôler, mais peut-être encadrer est un meilleur mot, l'aménagement du territoire de votre côté, et ça prend de l'argent. Et on l'a évoqué ce matin, Mme Plante l'a aussi évoqué, fait que je pense que ça vaut la peine peut-être d'y revenir. Là, le Québec vient de donner ce droit de préemption aux municipalités. Ouais. Pour une ville comme Montréal, comme Québec, il y a peut-être moyen d'avoir certains fonds on the side, en bon français, pour pouvoir acheter ces terrains-là. Mais dès qu'on tombe dans d'autres types de municipalités qui sont serrées jusqu'à la gorge, c'est un droit qu'on ne peut peut-être même pas utiliser finalement. Donc, est-ce que ça doit venir ou ça devrait venir très bientôt avec l'aide, ultimement, des gouvernements supérieurs. Donc, un fonds qui permettrait de pouvoir l'utiliser, ce droit-là. C'est sûr. Les outils... Alors, moi, mon métier est composé d'outils utilisables ou inutilisables selon l'argent qui est disponible. Alors, exproprier, c'est le fun, mais quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas le faire. Préemption, c'est un excellent outil aussi. Il fallait que ça arrive, mais si tu n'as pas d'argent comme municipalité, tu ne peux pas rien faire. Et les réalités des municipalités d'aujourd'hui, c'est que le marché est hot. Les gens achètent des maisons. Il y a beaucoup de droits de mutation qui rentrent. C'est parfait. Les budgets sont serrés quand même. Et les villes n'ont souvent pas l'argent pour faire face aux offres qui sont déposées. Alors, les avocats n'apportent pas de solution. Nous, on gère des outils, là, essentiellement, malheureusement. La vision, elle a été exprimée ce matin de manière très claire. Il doit y avoir une action, une vision, disons, gouvernementale qui s'installe, je pense bien. Et il doit y avoir de l'argent. Et là, après ça, les outils fonctionneront. Mais sans argent... Ça devient difficile. Ça devient très difficile. Même chose pour les réserves foncières aussi. Vous allez nous détailler un petit peu votre stratégie à Québec, mais c'est un peu le même principe. Là. Oui, c'est ça. Ça prend de l'argent public. Puis c'est sûr que les villes peuvent faire un bout de chemin là-dedans, mais il ne faut quand même pas dénaturer aussi
les compétences. Puis, je pense que les outils comme, par exemple, la réserve foncière, peut-être que les gouvernements supérieurs ne connaissent pas ces outils-là, puis justement, en les présentant, en montrant leur efficacité, peut-être qu'eux, ça va leur donner une raison d'investir, puis leur donner peut-être le coup de pouce que ça prend, parce que oui, on investit pour construire des unités dans des programmes qui existent déjà, mais je pense qu'aussi les gouvernements doivent soutenir des initiatives locales et donc être à l'écoute de ce qu'on met sur la table. Parce que d'acquérir des terrains en ce moment, c'est extrêmement difficile et c'est tellement d'actualité. Je pense uniquement aux terrains de golf qui sont devenus un sujet de discussion partout au Québec ces dernières années. D'un côté, on a un potentiel de redéveloppement immobilier qui est énorme, donc des terrains qui attirent beaucoup de développeurs, mais de l'autre côté, on a des citoyens qui disent peut-être que des espaces verts, ça ne serait pas non plus une mauvaise idée, mais ça, c'est plus difficile à monétiser peut-être pour une ville. Donc, c'est une dépense, c'est un entretien après, mais c'est gagnant en fait, c'est un investissement, devrais-je dire. Mais bref, il y a deux visions qui s'affrontent et là, l'argent est souvent, en ce moment, l'enjeu principal. C'est complètement ça. Il faut arrêter de punir les développeurs immobiliers et de penser que c'est des mauvaises personnes. Hein, tu sais. Ces gens-là nous logent. Puis ils font de l'argent, puis on en fait nous aussi ici de l'argent. Il n'y a pas de problème avec ça. Là. Alors, il faut juste trouver comment leur donner les outils de nous permettre de nous loger dans leurs édifices sans les appauvrir, là, mais en appauvrissant pas la population non plus. Tu sais, il faut que les gens se logent. Les promoteurs immobiliers ont toujours été sur le terrain les meilleurs pour développer des initiatives viables. Alors, la réalité, c'est ça. Le gouvernement intervient pour le logement social, c'est bien. Vienne le fait de manière magnifique, évidemment. Mais la réalité, c'est que ces gens-là connaissent le marché infiniment, ont les leviers, les outils pour faire un travail utile. Il faut bénéficier. Une des options, c'est de bénéficier de leur expertise, monter sur leurs épaules, leur demander de faire des choses, et qu'ils soient payés en conséquence, mais qu'on pérennise, par contre, une offre en logement abordable, viable, à long terme, et de l'entretien aussi, parce que l'entretien doit aller de pair avec la pérennisation du logement abordable. C'est bien beau de dire pour 40 ans, le loyer est en bas du marché, il faut encore que l'édifice soit entretenu. Tu sais. Ouais. Alors, vous allez donner une formation cet automne aux municipalités sur le droit de préemption. Donc, on aura peut-être l'éventail, les explications, mais peut-être juste avant de passer à Mme Aymon et à sa présentation, je serais curieux de vous entendre. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça se met en place rapidement? Est-ce que vous êtes capable, rapidement, de nous expliquer un peu, pour les gens qui nous écoutent ici à la maison, est-ce que c'est bien compliqué à utiliser finalement? Très simple à utiliser. On marche, en France, il marche par secteur, comme par quartier, je dirais beaucoup. Là. On marche ici immeuble par immeuble. Alors, il faut identifier les immeubles qui ont un potentiel, selon nous, d'acquisition puis de redéveloppement à des fins de logement social, par exemple. Publie l'avis d'assujettissement sur l'immeuble. C'est bon pour 10 ans. Quand il y a une offre qui rentre, emailez à la municipalité. Je suis certain qu'il y en a qui sont encore au fax. Je dis ça comme ça. Là. Et envoyer à la municipalité qui fait ses études, en fait, qui accepte le prix ou non, qui décline le cas échéant. Et l'avis reste publié sur l'immeuble pour les années restantes, qu'il y ait ou non transfert d'immeuble. Alors, c'est très simple. Et la beauté de cet outil-là, c'est que le prix payé, en fait, c'est le prix de l'offre. Hein? Alors, c'est le prix du marché. Ouais. La question qui se pose, c'est celle que je disais. Est-ce que ma belle-mère m'offre des millions pour mon immeuble? Est-ce que je vais avoir beaucoup d'argent de la municipalité? La réponse, c'est non. Parce qu'elle va dire non. Et là, si l'immeuble est vendu pour un prix autre que l'offre, théoriquement, il faut que tu retournes une offre à la municipalité. Tu t'en sors pas. Alors, c'est un bel outil qui fonctionne bien. Et contrairement à l'expropriation où la ville est dans une position défensive, elle est à genoux, littéralement, droit de préemption, elle est debout. Elle reprend le contrôle. Elle prend le contrôle et elle paie le même prix que l'homme de la rue, ou la femme de la rue, pardon, va payer pour le terrain, pour l'immeuble. Alors, c'est un outil extrêmement intéressant où on contrôle certains leviers à ce moment-là. Parfait. Madame Aymon, c'est à vous. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Territoire innovant en économie sociale et solidaire, qu'on appelle le TIES. Aujourd'hui, là, je veux confirmer avec vous, vous allez bien nous parler d'une fiducie d'utilité sociale. Il n'y a pas tout un préambule. Je vais essayer de couper dans le préambule. Je blague, M. le chasseur. Voilà, donc, on va parler de fiducie d'utilité sociale, une innovation juridique d'un point de vue résidentiel. Donc, c'est à vous, Mme Aymon.
Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de me donner la parole. Alors, ma présentation aujourd'hui portera sur un véhicule juridique à portée sociale, la fiducie d'utilité sociale que j'appellerai ici la FUS. Et la particularité d'une FUS, c'est de nous permettre de penser la propriété autrement et qu'en ce sens, c'est un puissant outil de maîtrise du foncier. D'abord, le TIES, Territoire innovant en économie sociale et solidaire, veut contribuer au développement territorial par le transfert de connaissances en outillant les entreprises d'économie sociale pour qu'elles puissent faire face aux enjeux de société de manière innovante et ainsi transformer leurs pratiques. Donc, nous documentons des initiatives qui sont porteuses pour répondre aux différents grands enjeux de société. Et parmi ces grands enjeux de société, eh bien, il y a la crise du logement. On a parlé de spéculation immobilière, de pénurie de logements locatifs et de logements sociaux qui s'aggravent de plus en plus au Québec, ce qui amène une difficulté d'accès à la propriété, difficulté d'accès au logement et difficulté aussi d'avoir des logements qui répondent vraiment aux besoins des ménages québécois. On a dit beaucoup de chiffres ce matin. J'aimerais peut-être en rajouter un qui n'a pas été dit. Le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec nous rappelait le 26 juin dernier que le prix médian d'un loyer au Québec, toute taille confondue, est de 1 300 $ par mois et que ça représentait une augmentation moyenne de 9 % entre 2021 et 2022. Pourtant, notre écosystème d'acteurs du milieu de l'habitation est extrêmement riche au Québec en économie sociale. On a des groupes de ressources techniques, on a des offices municipaux d'habitation, des OBNL, des coopératives d'habitation, et ces groupes-là sont en mesure de nous offrir des logements abordables. Malgré tout, il y a une crise qui persiste, on le dit et redit, c'est parce qu'on manque d'argent et d'investissement. C'est un contexte qui est propice aux innovations et aux innovations sociales. Et dans ce contexte, je dirais que la FUS apparaît comme un outil complémentaire pour maîtriser le foncier et pour permettre d'innover dans des projets de revitalisation à la fois rurale et ou urbaine. Mais qu'est-ce qu'une FUS exactement? Alors, la fiducie a été introduite dans la loi en 1994 avec la réforme du Code civil. C'est un patrimoine qui est dédié à une vocation d'intérêt général. Elle peut être perpétuelle, c'est-à-dire exister aussi longtemps que le patrimoine auquel elle est affectée. Seul un tribunal peut modifier son affectation ou ses règles d'administration. Elle est en fait un droit d'exception au droit de propriété, parce qu'avec une FUS, plus personne n'a de droit réel sur le terrain. Le TIES en a recensé plus d'une vingtaine dans différents secteurs d'activité et plus d'une cinquantaine qui sont maintenant en idéation ou encore en cours de création, notamment en habitation. Pour bien comprendre les particularités d'une FUS et prendre en fait la pleine mesure de son potentiel, je pense qu'il faut voir en quoi elle se distingue de la propriété traditionnelle. La propriété, généralement, c'est le cumul de 3 droits. D'abord, le droit d'utiliser pleinement l'objet. J'ai une maison, je l'habite. Ensuite, le droit de faire fructifier l'objet et d'en récolter des bénéfices. J'ai un duplex, je loue le deuxième, je récolte le loyer. Et enfin, le droit de pouvoir disposer librement de son bien. Et c'est ce troisième aspect du droit de propriété qui peut être problématique et qui nous a amenés dans les dernières années à des dérives. Effectivement, quand on a le droit de disposer librement de son bien, on peut par exemple permettre à un propriétaire de laisser dépérir des immeubles patrimoniaux pour en récupérer le terrain ou encore laisser un champ en friche quelques années pour forcer un changement de zonage et ainsi augmenter sa valeur ou son potentiel de développement. La spéculation, qui consiste à acheter un bien en vue de réaliser un bénéfice de sa revente ultérieure, et ce, sans égard à sa vocation initiale ou encore aux besoins de la population. Ces deux aspects-là, intimement liés au droit de propriété, c'est ce qui pousse à venir détourner un bien de sa fonction primaire ou qui rend sa préservation beaucoup plus difficile. L'intérêt d'une fiducie sociale, c'est qu'elle permet d'agir sur ces deux aspects néfastes du droit de propriété. En fait, la FUS vient exclure la possibilité de disposer librement d'un bien. Elle introduit la possibilité qu'un bien n'existe plus que pour servir une seule fonction sociale. En d'autres mots, une fois qu'un bien est cédé dans une FUS, plus personne ne peut user,
jouir, disposer librement et complètement de ce bien. Puis, en affectant à perpétuité un bien foncier à une vocation sociale, eh bien, la FUS permet d'exclure ce bien du marché spéculatif. Je vais vous donner un exemple pour bien comprendre. Alors, un exemple en agriculture. En 1971, Jean Roussel a acheté une ferme qui était abandonnée depuis plusieurs années près du mont Saint-Grégoire. Avec sa femme, il a défriché la terre et il a cultivé, et il a fait ça pendant près d'une quarantaine d'années, quand tout à coup, avec une agriculture, disons-le, là, une agriculture biologique et de proximité. Alors, après une quarantaine d'années, au tournant des années 2000, la question de la relève et de la pérennité de sa ferme s'est posée. Il savait bien qu'à la minute où il vous mettrait sa terre en vente, elle pourrait être achetée par des producteurs conventionnels qui n'auraient pas du tout le respect de la vocation qui avait été attribuée à cette ferme-là. Donc, pour pouvoir accueillir une réserve et préserver la vocation biologique et écologique de la terre, le couple a choisi de vendre à une FUS, une fiducie d'utilité sociale, pour y affecter une vocation d'agroécologie. En étant cédé à la FUS, le fonds de terre ne peut plus être revendu, alors que la superficie des bâtiments agricoles qui sont situés sur la terre, eux, peuvent être loués ou vendus à des fermiers. On peut en acheter une petite partie, une plus grande partie, selon ses moyens. Et ces derniers sont dans l'obligation de respecter la vocation de la FUS et de cultiver la terre en suivant les principes de l'agriculture biologique. Outre l'exemple de ces FUS en agriculture, il existe aussi d'autres modèles. Par exemple, la fiducie de conservation des écosystèmes de la Nodière, où là, ce sont plusieurs propriétaires qui ont décidé de donner une parcelle de leur terre pour préserver l'environnement. Un autre exemple bien connu, c'est le monastère des Augustines pour préserver le patrimoine et la mémoire de la communauté religieuse. On voit bien tout de suite là, que la FUS est un véhicule extrêmement prometteur, tant pour la préservation du patrimoine bâti que pour la préservation de milieux naturels ou encore l'agriculture écologique. Mais qu'en est-il exactement de l'habitation? Dans une FUS en habitation, le montage juridique se rapproche beaucoup de celui qu'on a vu avec la fiducie d'utilité agricole. C'est-à-dire qu'on divise l'objet de la pleine propriété, on sépare l'immeuble du terrain qui est situé en dessous. Par exemple, la FUS devient la gardienne de la vocation sociale qui est donnée au terrain, et elle va céder l'usage ou la propriété superficielle à un ménage, à une OSBL ou encore à une coopérative. C'est un montage juridique qui vient faciliter l'accès au logement ou à la propriété pour les ménages à plus faible revenu ou encore à revenus modestes, puisque ces derniers n'ont pas besoin d'acquérir le terrain. Mais est-ce que c'est vraiment si spécifique que ça ou si différent du logement social et communautaire qui nous permet déjà d'avoir du logement abordable? En fait, la FUS peut nous permettre, à mon avis, d'aller beaucoup plus loin à cause de son cadre législatif qui est souple. Donc, on pourrait, sur des plus grands espaces, dans l'acte constitutif d'une FUS, donner des vocations différentes qui peuvent répondre à la fois à des défis environnementaux et à des défis économiques, mettre en place une gouvernance plurielle dédiée à l'utilité sociale et avec différentes expertises, et nommer un conseil de fiduciaires diversifié qui pourrait monter un modèle de développement d'affaires. J'aimerais donner un exemple concret d'un projet très intéressant pour une fiducie. Elle n'existe pas encore, mais elle pourrait se créer. C'est une revitalisation urbaine intégrée à Montréal, dans un quartier sur le site Louvain-Est, dans Huntsic. Alors là, on a trois acteurs de la société, la table de quartier, les citoyens et les citoyennes, la Ville de Montréal, qui pensent ensemble à un terrain de 7,7 hectares où on pourrait construire de 800 à 1000 logements qui seraient 100% abordables, auxquels on ajouterait des infrastructures socio-communautaires, une école primaire, un centre de la petite enfance, une bibliothèque, un centre communautaire. Ensuite, comme il s'agit d'un désert alimentaire, on voudrait avoir un pôle alimentaire qui permettrait de favoriser l'accès à des aliments de qualité à prix abordable, la création d'emplois, insertion socio-professionnelle et en plus une offre commerciale de proximité, principalement par des entreprises d'économie sociale qui seraient situées au rez-de-chaussée de certains immeubles. On voit donc que la FUS
nous permet non seulement la maîtrise du foncier, mais elle nous permet, en donnant une vocation, de pouvoir à la fois lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, tout en mettant sur pied un écoquartier. Il me reste très peu de temps, mais je pense que ce serait quand même important de dire... Est-ce que les piles ne fonctionnent plus? Voilà. Alors, pourquoi c'est intéressant pour une municipalité? La municipalité peut jouer différents rôles. Elle pourrait être cédante, donc céder à titre onéreux ou gratuit le terrain. Elle pourrait aussi contribuer à l'acte de constitution et enfin nommer un représentant ou une représentante au conseil des fiduciaires. C'est mon pouce qui ne fonctionne pas? OK. Alors, les avantages de la Ville à être partie prenante, naturellement, c'est bien sûr la rédaction de l'acte constitutif. Dans la fiducie, c'est ça qui en fait sa force. Donc, la municipalité pourrait trouver des nombreux avantages pour réfléchir à la vocation, participer à la structure, identifier la gouvernance pour les usages de la FUS. Elle pourrait aussi doter la FUS d'un soutien financier ou technique, par exemple un fonds de démarrage. Naturellement, il y a certains défis. Pour la FUS. En fait, pour le moment, il n'en existe aucune. Même Louvain, qui est très prometteuse depuis 2019, qui a un bureau de projet, malgré tout, l'acte constitutif n'est toujours pas rédigé. Ça prend une réflexion extrêmement vigilante et approfondie. Il n'y a pas encore de pratique établie et, naturellement, à cause de ce contexte, il y a une très grande frilosité des institutions financières devant cet outil qui est peu connu. Malgré tout, il y a des avantages à la FUS. C'est nommément tout ce qu'on va inscrire dans l'acte constitutif de cette FUS ne pourra être modifié que devant un tribunal. Donc, on pourra là y inscrire toutes les vocations qu'on veut pour créer des écoquartiers et maintenir l'abordabilité et la pérennité des logements. Tout le reste pourrait être modifié, mais ça, c'est quand même la grande force. Et peut-être juste en terminant, je vous dirais qu'à partir de septembre, donc dans quelques semaines, le TIES va inaugurer un laboratoire pour les municipalités, toutes les municipalités du Québec là, qui pourraient être intéressées à échanger, à discuter des FUS et de leur potentiel en habitation. Donc, c'est une invitation à nous rejoindre. Merci. Merci beaucoup, Mme Aymon. Je vous invite à prendre place. Je vous le dis, c'est en 1994 que cet outil-là depuis 1994 que c'est inscrit dans la loi. Et pourtant, comme vous le disiez, on a de la difficulté à mettre en place ou ce n'est pas quelque chose qui est très utilisé encore dans le résidentiel. Comment ça se fait qu'on n'ait pas vu le potentiel de ça avant ou qu'on commence à le voir là, si tard? Je pense que ça reste extrêmement complexe. Ça nous fait peur aussi peut-être de penser la propriété de cette façon-là. Là. C'est quand même pas. Je pense que ça reste assez complexe. Puis aussi en habitation, si on a l'argent, si on a les moyens, on a quand même des super outils qui nous permettent d'avoir du logement abordable. Là, on se rend compte, on a pris tellement de retard, on le dit, on veut aller plus loin. Et ce qui est intéressant de la FUS, c'est que ça nous permettrait de penser des grands ensembles. Le site Louvain, on pourrait peut-être l'hippodrome, je pense à la carrière Francon. Il reste des immenses terrains à Montréal. Je parle de Montréal parce que je connais plus Montréal, là, mais je suis sûre qu'il y en a un peu partout. Il y a un autre exemple de fiducie à Brome-Missisquoi, où on va faire de l'habitation. Donc, il y a des possibilités sur des territoires qui sont un peu plus grands de créer des milieux de vie et de répondre à plusieurs besoins en même temps. Donc, c'est un outil up and coming, là, comme disent les anglophones. Je serais curieux d'avoir la version de l'avocat aussi. J'ai l'impression, est-ce que c'est quelque chose que vous, dans vos formations, ou parce que vous donnez beaucoup de formations? Bien, on ne parle jamais des fiducies dans les formations. On va faire ça simple. Dans le Code civil, les fiducies existent à cet égard-là. Dans la loi sur les cités et villes, on parle de fiducies à des fins agricoles, je pense, où il y a une formule, hein, c'est ça, qui existe. On a fait une à Boisbriand il n'y a pas très longtemps. C'est pas très compliqué à faire. Là. Une fois que tu comprends que le droit de propriété est un peu chopé, là, puis que c'est éternel, puis que ça ne changera jamais, tu viens de geler, dans le fond, un potentiel. Alors, c'est intéressant, mais non. En droit, la fiducie, c'est un mal-aimé. Ah oui? Oui, une mal-aimée, pardon. Une mal-aimée. On n'en parle jamais. Donc, voilà une avenue qu'on pourrait explorer. C'est rare qu'on entend un avocat dire « jamais ».
Je vais nuancer. Est-ce que ça peut vous aider aussi, ou ça peut aider les municipalités à peut-être... on va parler aussi cet après-midi de mixité sociale, mixité fonctionnelle, créer des milieux de vie complets. Vous le disiez, ça peut être utile dans certains secteurs précis. Vous avez parlé de l'agricole ou autre. Est-ce que, justement, ça peut aider les municipalités à augmenter ou favoriser la mixité, soit fonctionnelle ou des fonctions, donc, ou sociales dans certains secteurs, cet outil? Définitivement, parce que plus on peut décider avec la société civile, avec nos partenaires, de la vocation qu'on veut affecter à ces terrains-là en faisant la fiducie. Donc, si on veut aller, on pourrait dire 100% de logements sociaux communautaires, on pourrait en dire 80%, on peut proposer un modèle de mixité. Puis on sait que la mixité, c'est souvent favorable pour le climat social, donc on ne voit pas pourquoi on n'irait pas là. Exactement. D'ailleurs, un des outils qu'on utilise, entre autres en ce moment, du côté de Québec pour tenter de favoriser la mixité sociale et autres le long du tramway de Québec, ce sont les réserves foncières. Donc, M. Longchamp, je vous inviterai à nous présenter votre partie de l'histoire. Avec plaisir. Merci. Donc, avant de me lancer dans la réserve foncière, je voulais vous parler un petit peu d'où vient l'outil qu'on a créé. Ça vient en fait de notre vision de l'habitation 2030. Puis, on n'a pas rien nécessairement réinventé, mais on a appuyé notre vision de l'habitation sur le concept de milieu de vie durable. Puis tantôt, notre distingué invité de Vienne a fait une présentation parfaite de ce que je considère être un milieu de vie. Je suis quasiment jaloux de Vienne, mais l'idée, c'est de dire que la pauvreté ou les inégalités, c'est pas juste de l'habitation. C'est important, c'est fondamental. Vous voyez, ça fait partie du concept de milieu de vie, mais la pauvreté, c'est aussi... la lutte, en fait, aux inégalités, on peut aussi l'adresser avec une meilleure proximité des services, l'accès à des espaces verts pour faire jouer les enfants, des milieux beaux, aussi la mobilité active, donner la chance aux gens de se déplacer à pied, à vélo, donc à faible coût. Donc, la lutte aux inégalités, c'est pas juste l'habitation, c'est très important, mais c'est un concept de milieu de vie. Puis, je vous invite à lire notre vision de l'habitation. Elle est très inspirante en ce sens-là. Puis, je le redis, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu tantôt sur Vienne, on est à la même place, c'est juste que nous, c'est ce qu'on veut faire. Fait qu'on on va continuer à les regarder. Donc, dans la vision de l'habitation, plus précisément dans notre axe 2, Ville inclusive, on a deux actions qu'on a mis en place notamment. Donc, c'est réaliser 500 unités de logements sociaux et abordables par année. Ça, c'est super important. On rappelle l'importance que doit jouer les gouvernements du Québec et du fédéral. Donc, 500 unités, dont au moins la moitié en logements sociaux. Puis, une des actions aussi qu'on a mises de l'avant, c'est l'acquisition de terrains à des fins de logements sociaux. Et c'est ce que je vais vous parler dans les prochaines minutes. Donc, dans le cadre de nos discussions avec les différents acteurs de l'habitation, une chose qui est ressortie beaucoup, plus spécifiquement des GRT, Groupes Ressources Techniques et de l'OMHQ, c'est le coût d'acquisition élevé des terrains, puis les longs délais pour obtenir le financement, ce qui fait en sorte qu'on perd des opportunités. Donc ça, c'est ces deux choses-là qu'on a retenues, puis c'est ce qui nous a amené à réfléchir à notre réserve foncière qu'on a mise en place en mai 2020. Donc, on a commencé avec un premier 15 millions à la Ville de Québec, 100% Argentville, pour créer cette réserve-là. L'idée, c'est qu'on voulait atteindre 3 objectifs, soit saisir les opportunités qui se présentent sur le marché, trouver des façons simples de financer ces terrains-là, que ce soit des outils qui soient faciles pour nos partenaires, puis dans le fond, au final, dans le but d'accélérer la construction, puis de ne pas être dans un concept où on a plusieurs unités en backlog, et donc l'idée, c'était de liquider nos unités puis construire. Donc, plus spécifiquement, la réserve, elle fonctionne avec 2 bras. Le premier bras, c'est le bras des prêts aux organismes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse les GRT, l'OMHQ,
faire la prospection du territoire et au moment où ils identifient des terrains, ils viennent nous voir, nous disent « Ville de Québec, on a un terrain qui nous intéresse. Nous, on fait nos revues diligentes, on regarde la juste valeur marchande. Et si, on a monté aussi une petite équipe pour analyser si c'était un bon endroit pour faire du logement social, par exemple, on va venir octroyer un prêt à l'organisme. Donc, le prêt est appuyé sur notre réserve foncière, puis on va le voir dans quelques instants. Quand le projet est démarré, bien, on nous rembourse l'argent selon différentes modalités. L'autre bras de la ville, bien, c'est vraiment nous, en tant que ville, quand on voit des opportunités, par exemple, Hydro-Québec lève la main, on a un terrain à vendre, ou quand avec nos travaux le long du tramway, on voit des opportunités de terrain qui sont à vendre, bien, on va les analyser à l'interne pour voir s'il y a un potentiel pour du logement social. On a toute la bonne équipe pour ça, puis si oui, on voit un potentiel, bien là, on va l'acheter. Et là, ça va devenir un réel terrain dans notre réserve, et là, on pourra le revendre éventuellement. Donc, on travaille avec le prêt, mais aussi l'achat-revente. Un petit peu de détails. Donc, la réserve foncière, que ce soit au niveau du remboursement du prêt ou de la revente à la Ville de Québec du terrain, dans le fond, nous, on commence à aider à partir de 15 000 $ la porte. Donc, entre 15 000 $ la porte, on parle du terrain, là. La valeur du terrain, entre 4 000 $ la porte et 30 000 $ la porte, c'est là que la Ville de Québec va venir subventionner l'acquisition du terrain. Donc, si on achète un terrain qui vaut 30 000 $ la porte, bien, l'organisme va payer 15 000 $ la porte, puis la Ville de Québec va payer 15 000 $ la porte. Donc, nous, on va se faire rembourser 50 % du prêt. J'espère que vous me suivez. Vous m'appellerez si ce n'est pas clair. Donc, on vient subventionner une partie parce qu'on a identifié que c'est à partir de 15 000 $ la porte que ça commence à être plus difficile pour les organismes de venir acquérir les terrains. Puis aussi, de cette façon-là, c'est qu'on vient enlever l'aspect territorial de la chose, c'est-à-dire que ça coûte le même prix de terrain, acheter un terrain à Sainte-Foy qu'acheter un terrain à Beauport. Donc, on vient attaquer de cette façon-là la mixité directement. On vient favoriser la mixité. Puis, on a des systèmes aussi où si à la fin du montage financier, le projet dégage suffisamment de liquidités ou de revenus, bien, on va nous rembourser plus que ce qu'on a prêté. Donc, c'est comme un peu une aide, pas de dernier recours, mais on est les derniers dans l'équation parce qu'effectivement, on travaille avec les gouvernements pour financer les projets de logements sociaux. Avec notre réserve, on vient prioriser notamment deux domaines qui sont très importants pour nous, notamment les maisons de chambre pour venir faire la lutte à l'itinérance, ou en tout cas prévenir, si on veut, l'itinérance. Donc, quand on a un terrain qu'on va prêter de l'argent pour un terrain, pour un projet de maison de chambre, bien, en fait, on n'aura pas de remboursement. Ça va être 100% subventionné par la Ville. C'est le choix qu'on fait, nous, dans notre outil qu'on s'est développé. Autre chose aussi, c'est qu'on vient dire que les unités pour les clientèles plus vulnérables, avec des besoins particuliers, bien, on va commencer à aider à 10 000 $ la porte et non à 15 000 $ la porte. Donc, un peu plus de surplus. Mais c'est un outil, donc, qui, finalement, il peut s'ajuster aux différents besoins des municipalités. Hop. On va le poigner. J'ai 2 minutes pour vous parler de 3 exemples. Je pense que c'est le fun. Le premier exemple, OK, c'est comme en séquence, excusez-moi. OK, premier exemple. On a l'organisme qui est le Centre de crise de Québec. C'est un organisme super important pour nous. Dans le fond, si les citoyens qui vivent une crise momentanée quelconque, ils peuvent toujours appeler à cet endroit-là. C'est un organisme qui reçoit à peu près 20 000 appels par année, plusieurs déplacements, mais aussi qui offre l'hébergement de courte durée, que ce soit des courtes durées d'une semaine ou jusqu'à un mois, donc pour aider les populations qui ont des difficultés momentanées.
Donc, cet organisme-là était dans un presbytère, puis éventuellement, le bail a pris fin. Ils nous ont appelés, puis on a compris l'urgence d'agir, c'est-à-dire donc de s'assurer qu'il n'y ait pas de bris de service. Donc, on avait notre super outil de la réserve foncière et on a utilisé notre réserve pour rapidement acquérir une maison sur la rue Frontenac, dans le quartier Saint-Sacrement. Donc, c'est un projet qui s'est réalisé dans le cadre d'Axologie. C'est un projet que on achète la maison, on la rénove, puis on est venu construire 9 chambres là-dedans pour notre clientèle ciblée. Donc, rapidement, avec la réserve foncière, on a acheté l'immeuble, 550 000. Donc, on a fait un prêt à l'organisme de 550 000 et à la fin, quand le montage financier est établi, quand les fonds sont arrivés des gouvernements supérieurs, bien, l'organisme a pu nous financer, nous rembourser 356 000 Le 193 000 dans le fond, ça devient la partie subventionnée, qu'on n'aura pas de retour là-dessus, mais c'est la partie aide, puis c'est pour ça que c'est assez élevé, parce que c'était des chambres, comme on disait tantôt, donc on s'attardait on a pratiquement, en fait, donné la partie de terrain de l'immeuble. Donc, très intéressant. Un autre exemple, UTER, un toit en réserve, un grand joueur sur le territoire de la Ville de Québec avec plus de 1000 unités réparties sur tout le territoire. On avait un promoteur qui souhaitait développer le terrain qu'on voit là, aux abords des autoroutes, et un petit peu plus au sud, on a la rivière Saint-Charles, donc un super beau terrain, et il nécessitait une modification du zonage. Donc, nous, dans notre vision de l'habitation, une autre des actions, c'est de dire on va venir essayer d'inciter les promoteurs à inclure du logement social dans leur projet. Donc, à force de négocier avec la demande de modification de zonage, on a un certain pouvoir dans ces situations-là. On peut même parler de bonus zoning. On en est venu à dire, léguez-nous, donnez-nous, vendez-nous plutôt, une partie de votre terrain pour qu'on puisse y construire du logement social. Donc, c'est ce qu'on a fait avec la réserve foncière dans nos négociations. On a une super belle bande de terrain. On l'a acquise pour le logement social pour permettre à UTER de faire son projet. Et en plus, bien, en contrepartie, dans nos négociations, on a permis à l'entreprise, pour sa partie privée, de faire un peu plus de hauteur dans son projet. Donc, rapidement, c'est ça, c'est un grand projet quand même là, de 95 unités, dont 59 unités pour la clientèle particulière. Et finalement, vous voyez, on a financé 1,3 million pour l'acquisition du terrain. On nous a remboursé 1,1 million. Donc, l'aide financière, ça a été juste de 170 000. Pourquoi? Parce que le montage financier était sain et permettait, dans le fond, de nous rembourser notre part. Puis c'est ça qui est intéressant, parce que la réserve, quand l'argent nous revient, elle va servir pour le prochain projet. Donc, c'est un fonds rotatif qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'on a des retours, bien, on leur dit, bien, UTER, bien, oui, c'est un grand remboursement que tu nous fais, mais ça va juste être utile pour ton prochain projet. Dernier exemple, vous vous souvenez du karaoké Gate dans la pandémie, là, où est-ce que... Bon, je fais ça vite. Ça, c'est juste pour illustrer la partie où c'est la ville qui acquiert. On avait ce bâtiment-là qui s'est mis à vendre. Nous, on sait que dans ce secteur-là, il y a des besoins. Donc, on n'a pas attendu qu'il y ait un GRT ou un OMH qui nous signale. On l'a acquis. Puis, dans le fond, entre l'acquisition et aujourd'hui, bien, on a trouvé nos amis Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur qui, depuis longtemps, nous demandaient un soutien pour les accompagner dans leur projet de coop. Donc voilà, le travail financier reste à faire, mais c'est 3 exemples que je voulais vous présenter pour la réserve. Merci beaucoup, M. Longchamp. Dernière petite chose. Non, mais je pense que c'est important de comprendre que vous avez vu, l'aide financière n'est pas, dans certains cas, est assez minime, mais ce qui est puissant, c'est la rapidité qu'on peut intervenir sur le marché. On peut jouer la game aussi agressive, entre guillemets, que le marché privé, puis c'est ça qui est intéressant. On saisit les opportunités, l'argent est prêt, disponible quand les opportunités se présentent, puis ça, c'est vraiment à ne pas négliger. Voilà. Merci beaucoup, M. Longchamp.
Donc, finalement, l'avantage aussi que ça permet, c'est non seulement de réserver des terrains, mais aussi de les offrir à des organismes d'une façon à ce que le modèle d'affaires soit viable. C'est-à-dire que le prix de terrain, à la base, fait du sens pour qu'on soit capable, finalement, après ça, d'avoir un modèle d'affaires qui est viable pour que ce soit un organisme à but non lucratif ou autre, ou une fiducie. Exact. Ouais. Ça permet d'avoir justement on s'assure que le montage financier ne sera pas dérégulé parce que le terrain, il coûte trop cher. Donc, on vient s'assurer que la partie terrain, elle va être raisonnable. Et vous le disiez, dans certains cas, ce sont des gens qui vous approchent en disant « on veut tel terrain, est-ce que vous pouvez nous aider? » Mais dans d'autres cas, c'est des organismes comme Hydro-Québec ou des entités qui vous approchent en disant « on a un terrain, êtes-vous intéressé? Vous l'achetez. » Sur quelle base vous redistribuez les terrains? Sous quels critères? Est-ce que vous favorisez des modèles de développement? Est-ce que vous poussez dans une direction plus que dans une autre? C'est une excellente question parce qu'effectivement, il y a plusieurs partenaires, plusieurs GRT sur le territoire de la ville avec l'OMHQ. Puis, c'est des partenaires. Moi, je pense qu'on est chanceux à Québec parce que notre relation est mature entre eux autres, avec nous. Puis, quand on a des terrains disponibles qu'on a acquis, par exemple, d'Hydro-Québec, parce qu'on savait qu'il y avait une opportunité, puis nos équipes disent oui, il y a un potentiel pour du logement social, mais ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va le mettre sur leur table. Puis, entre eux, ils s'organisent pour dire, ben moi, je suis mature, je suis prêt pour un projet, j'ai déjà pensé à quelque chose dans ce terrain, dans ce lieu-là. Puis s'il y a des embrouilles, ben on intervient un peu, là, puis à la limite, là, ça peut être quasiment le nom dans le chapeau. Là. Je vois beaucoup de potentiel, en tout cas, entre vous deux ici, là, vous, de faire affaire aux réserves foncières avec une introduction d'une fiducie. Je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel, non? Sans doute, oui, je connais mal ou moins bien là, les réserves foncières, mais moi, j'avais une petite question pour M. Lechasseur, si vous me permettez. On est là pour ça. Parce qu'on parlait de la difficulté dans le droit de préemption. On disait que c'est parce que les municipalités doivent avoir beaucoup d'argent afin d'acquérir le terrain, ça coûte cher, donc ça devient un outil difficile. Mais est-ce que la municipalité cède le terrain gratuitement pour faire ensuite du logement ou est-ce qu'elle le revend? Puis si c'est l'option B, bien, ça peut devenir intéressant parce qu'elle peut le réutiliser. L'option B par rapport à l'option A, qui serait de le céder gratuitement. Alors, il faudrait voir avec la Ville, hein? M. Doré, vous êtes juste là, vous, là. Hein? Vous êtes les seuls qui en ont fait jusqu'à maintenant. Je vous passe la parole. Vous êtes trop M. bon. Doré. Vous êtes trop bon, Maître Lechasseur. C'est effectivement, là, on peut regarder les deux options. Ceci dit, quand on fait la revente, il y a quand même, d'un point de vue comptable, des impacts pour l'année financière en cours. Donc, vraiment, c'est pour ça qu'on veut innover. Puis, à la Ville de Montréal, vous le savez, là, à la Mémon, on regarde vraiment la fiducie d'utilité sociale. On utilise le droit de préemption. On va encore préempter d'autres lots bientôt. Alors, réserve foncière, ça fait longtemps aussi. Donc, on veut continuer là-dessus. Voilà. J'ai une autre question ici, Oui. M. Jean Lamarche. Oui. Bien, écoutez, c'est hyper intéressant. Je veux savoir, pour le modèle de Québec, est-ce que vous pourriez, ou vous en êtes déjà rendu à vous constituer un inventaire ou un catalogue, parce que vous dites que vous profitez des opportunités lorsqu'elles se présentent. Donc, est-ce que vous les stockez pour des projets éventuels ou vous y allez vraiment un projet à la fois? Bien, en fait, les opportunités, on les saisit au moment où elles se présentent, puis effectivement, on a déjà attendu quelques temps pour avoir un certain stock, 2-3 terrains, pour justement que quand on le présente à nos partenaires, que ça soit moins déchirant de c'est qui va l'avoir. Mais, tu sais, je pense que il y a tellement de besoins en logement social. Là, c'est sûr qu'on est ralenti parce qu'il n'y a plus d'unité accès logis, puis c'est un grand problème. Que ce soit un autre programme, peu importe, on va avoir besoin d'unités. Ça ralentit, mais je pense qu'il y a tellement de besoins qu'au fur et à mesure qu'on a des terrains, nous, on va avoir tendance à tout de suite les partager à nos partenaires. Puis s'il y en a un qui le prend, bien, c'est sûr que le prochain coup, ce ne sera pas lui. Il y a comme un certain roulement qui s'orchestre. Et concernant, c'est à peu près la même question, mais par rapport au droit de préemption, moi, je suis un profane là-dedans. Là. Est-ce qu'on est assujetti à un délai de réalisation, un peu comme l'avis de réserve? Est-ce qu'on doit faire quelque chose avec le terrain qu'on acquiert via le devoir de préemption? On est tous des profanes en matière de droit de préemption, rassurez-vous. Mais il n'y a pas de délai dans la loi, tout le moins. Alors, il y a un délai pour réagir à l'offre d'achat qui nous est transmise. Puis il y a une durée de validité de 10 ans pour l'avis d'assujettissement. Il n'y a pas de délai, une fois qu'on l'a acquis, pour développer le projet. Merci beaucoup, M. Lamarche. Merci également à nos invités, M.
Longchamp, on ira relire votre vision sur l'habitation. Oui. Madame Aymon, votre laboratoire cet automne, on peut s'inscrire déjà. On va sur votre site web pour plus de détails. Le TIES? Tout à fait. Excellent. Et Monsieur le Chasseur, votre formation sur le droit de préemption, à quelle on s'informe où? On a accès à ça où? 14 septembre, bien en vente auprès de l'UMQ. Excellent. Merci beaucoup.